André Reichardt, sénateur du Bas-Rhin, coprésident de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre les réseaux djihadistes. Vous venez de faire 110 propositions. On va en évoquer que quelques-unes en télé. Avant cela, c'est ce réseau de télévision qui a été piraté, qui a été hacké, TV5 Monde. Voilà ce que pouvait dire Yves Bigot, son directeur à l'AFP. Écoutez. Le 8 avril à 22h, heure de Paris, TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Ce piratage a conduit l'ensemble de nos 11 chaînes, les 9 généralistes et les 2 thématiques, à virer à l'écran noir. Et nous avons dans le même temps perdu le contrôle de nos réseaux sociaux et de nos sites internet. L'ensemble de nos équipes travaillent d'arrache-pied depuis pour rétablir les programmes auxquels vous êtes habitués. Voilà, c'est hallucinant. Il y a eu quand même 11 attaques de médias depuis 2015. On n'est qu'au mois d'avril. De médias français. Il y a eu le site internet des hôpitaux universitaires de Strasbourg il n'y a pas très longtemps. Il y a eu les vitrines de Strasbourg qui ont également été hackées. Quand vous voyez qu'on arrive sur TV5 Monde à prendre l'antenne, à mettre un drapeau de Daesh, qu'est-ce que vous avez comme réaction? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est... Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, dans une émission précédente où vous m'aviez invité, c'est une organisation qui a beaucoup de moyens et qui a passé un vrai marché, une vraie commande publique pour recruter des informaticiens. Ils sont nombreux. On ne sait naturellement pas où ils sont, où ils opèrent, mais naturellement pas ici, pas en France, hein, à l'étranger, et disposent de compétences telles que nous savions que ça arriverait. Je peux déjà vous dire que, à n'en pas douter, ça arrivera encore. Et c'est presque un message à Madame le maire, qui est secrétaire d'État chargée du numérique chez nous. Attention à ce qui est fait, parce qu'il ne suffit pas de développer comme elle veut le faire le numérique chez nous. Encore faut-il faire attention, parce que si ces données sont dans un cloud là-haut, comme on dit, c'est fini. On y arrive tellement facilement. On y arrive très facilement. Donc ce n'est vraiment pas étonnant. On sait que les Américains sont extrêmement durs avec des gens qui s'en prennent aux intérêts américains, ceux qui s'en sont pris aux intérêts français, visiblement identifiés depuis l'Algérie et l'Irak pour ce qui est de TV5 Monde. Qu'est-ce qu'ils risquent? Oh, ça dépend de l'incrimination. Ce qui est clair, c'est que nous sommes dans un état de droit, et donc il faut des preuves pour tout cela. Vous avez compris que lorsqu'on rentre de Syrie, c'est pas parce qu'on a été en Syrie spécialement, et si on y a fait la vaisselle, qu'on va prendre la même sanction que si on a véritablement décapité des gens. Donc ça dépend de ce qu'ils auront fait. Voilà. Vous avez compris que ça, naturellement, c'est très grave, mais ça n'a rien à voir avec des décapitations. Excusez-moi. Donc voilà. Deux poids deux mesures. Faut faire. Oh, oui, vraiment. Nous, on a fait très attention à ménager quand même la liberté publique, à faire en sorte que l'état de droit continue de fonctionner, même à l'égard de terroristes. Aujourd'hui, notre arsenal juridique est perfectible, mais est-ce que les services de renseignement peuvent aussi s'améliorer? Ah oui, ça n'en pas douter, oui, ça n'en pas douter. C'est écrit, donc je peux naturellement en parler. Ce qui nous a véritablement étonné, c'est cette répartition du renseignement dans un certain nombre de services qui ne se parlent pas toujours suffisamment. Et c'est presque un euphémisme de dire ça. Ce qui nous a étonné aussi, c'est que cette réforme du renseignement de 2008 s'est faite au détriment de ce qu'on appelle le renseignement territorial. Voilà, les anciens, ça dira peut-être quelque chose aux anciens, les renseignements généraux. Ces renseignements généraux quasiment n'existent plus en tant que tels. Ça n'existe plus. Oh, c'est réparti entre plusieurs services. Il n'y a plus les vraies cellules de RG. Les RG qui sont sur le terrain, dont le boulot c'était vraiment territoire par territoire. Et les territoires, ça peut être infra-alsacien, ça peut être simplement quelques petites zones. Oui, c'est aller voir la concierge en disant tiens, votre voisin là-bas, etc. C'est faire le boulot. Alors ces services, ce qu'on appelle renseignements territoriaux à l'heure actuelle, sont en sous-effectif, et c'est alors là vraiment c'est. Donc ça serait presque à refaire. Ah oui, donc nous on a dit il fallait doper ça de façon considérable, et puis après faire en sorte que ça circule entre les différents services. L'information ne circule pas assez lorsqu'elle est montée. On a aussi beaucoup entendu ça. Lorsque ces renseignements territoriaux dont j'ai dit ce que j'en pensais font remonter des infos, ils vont attendre pour simplement avoir une information sur ce qui s'est fait plus haut, et donc ça colle pas. Il faut vraiment une circulation ascendante, descendante du renseignement, et surtout abattre les cloisons, les murs. C'est ce que je disais la fois dernière sur les Américains. Ça fait 15 ans que les Américains ont décidé d'abattre les murs entre le renseignement et les services de police. Voilà. Et ils sont. Alors justement, là, chez nous, ça, manifestement, il y a beaucoup de progrès à faire. Parmi les 110 propositions, comment est-ce qu'on peut évaluer la dangerosité d'un individu? Est-ce que vous avez réfléchi à cela?
Oui, on a réfléchi à ça. Si la réponse était simple, on vous le dirait. Mais voilà. Donc, ce qu'on a fait, notamment, entre autres propositions, mais c'est peut-être pas la plus importante, c'est d'essayer de mettre en place des grilles de radicalisation. Voilà, des grilles de radicalisation. Vous avez bien compris que c'est pas parce que, un Français, un Alsacien se convertit à l'islam que pour autant il va se radicaliser. Voilà. Donc, qui est capable à l'heure actuelle de faire le distinguo entre simplement une conversion ou la pratique simplement stricte de la religion mais alors, la grille, musulmane. concrètement, c'est quoi? Il y a des choses à cocher en disant voilà. Alors, les Américains ont fait une grille de ce type. Moi, je suis vraiment pas celui qui va copier les Américains, mais ils ont fait déjà un véritable guide de la radicalisation. Donc, on s'est dit à un moment, est-ce que la commission d'enquête doit élaborer un guide de ce type? Parce que nous aussi, en France, on a quelques grilles qui existent, que certains chercheurs ont fait. Donc on s'est dit, on va peut-être essayer de faire un amalgame entre ce qui s'est fait aux États-Unis et ce qui existe d'ores et déjà. Et on s'est dit, non, c'est pas à nous de le faire. Ceux qui doivent le faire, c'est naturellement des spécialistes, qui naturellement comportent des gens, des policiers, mais aussi naturellement des gens de la religion musulmane, enfin, de la religion, des différentes communautés de l'islam français, il y en a plusieurs. D'accord, mais concrètement, ça veut dire qu'on pourrait imaginer que cette grille soit donnée à des imams dans des mosquées et que certains, en voyant des fidèles, remplissent en disant tiens, lui, il commence à me faire un petit peu peur, etc. Ou alors c'est pas une grille qu'il faut remplir, mais être capable, et c'est pas seulement pour les imams, c'est aussi valable pour les aumôniers dans les prisons, c'est aussi valable à l'école, pour les enseignants, etc. Ce qu'il faut, c'est prendre en compte ce phénomène. À l'heure actuelle, il n'est pas pris en compte suffisamment. Il est pris en compte en aval lorsque l'incident s'est passé. Quand je dis l'incident, la tragédie, regardez ce qui s'est passé encore là. C'est pas tragique, mais c'est un vrai incident. Maintenant, on va travailler. Je suis sûr que les gouvernements respectifs et le nôtre en particulier va travailler sur ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une prise de conscience en amont des phénomènes de radicalisation pour pouvoir se dire tiens, attention, ça c'est pas simplement une pratique de l'islam. Là, on est en train on dévie. Et donc, il faut le prendre en compte tout de suite, le prendre en charge, pas l'envoyer en prison, mais le traiter, quoi. On l'enverra en prison le cas échéant s'il a fait quelque chose, mais s'il est en train de se radicaliser, il faut qu'on le voie. Parce qu'il peut partir à l'étranger, ça, à la limite, il va faire ses exactions ailleurs, et c'est dramatique. Mais il peut rester chez nous, et il peut faire des choses chez nous. Et donc, il faut le prendre en compte bien avant. Et est-ce que justement, une fois en prison, il faut isoler les personnes radicalisées? Alors oui, ça c'est une proposition très forte, très consensuelle de notre commission, alors que il y a des avis divergents. Donc nous on dit il faut absolument isoler, que ce soit en maison d'arrêt ou en centrale. Groupe de 15 personnes maxi. Voilà, groupe de 15 personnes maxi et dans le cadre d'une cellule individuelle. Voilà, il faut éviter que ça se propage. Et on sait que pas seulement, mais que dans le milieu carcéral, il y a aussi cette possibilité-là. Vous savez que le premier vecteur de radicalisation, c'est pas en prison. Le premier vecteur, c'est la toile, c'est le net. Voilà. C'est celui-là. Ah oui. Et donc c'est surtout là-dessus qu'il faut faire l'effort. Voilà. Sauf qu'on sait que pas mal de gens se sont radicalisés en prison, d'où le fait que vous proposez, vous, de tripler les effectifs du renseignement pénitentiaire. Le renseignement pénitentiaire, c'est une des mesures, c'est pas juste ça. Là aussi, il faut former tout particulièrement, tous les gardiens de prison, tous, qui s'occupent naturellement, qui sont amenés à s'occuper de détenus. Jusqu'à présent, comme vous le savez, ces détenus sont un peu partout. Enfin, pas partout, ils sont dans les différents quartiers, dans les différentes cellules. Souvent d'ailleurs, compte tenu de la surpopulation carcérale à 3 dans des cellules. Donc c'est sûr que s'il y a un djihadiste avec quelqu'un qui ne l'est pas, ça peut se contaminer. Donc il faut former les gardiens, tant qu'effet tous les gardiens, dans la mesure où ces gens sont un peu partout dans les maisons d'arrêt, respectivement les centrales. Demain, lorsqu'effectivement ils seront, je l'espère, isolés, il suffira de former les personnes, les gardiens qui s'en occupent, et pas tous. Mais dans un premier temps, il faut que tout le monde y passe. Et ils sont très demandeurs de ça, parce qu'ils découvrent. On reviendra dans quelques instants sur ces propositions. Que vont-elles devenir? Vous nous direz ça.